Bonjour, je me nomme Pablo Le Cavalier Ruiz, je suis un entrepreneur et un CPA depuis plus de 10 ans. Il y a 2 ans, j'ai décidé de m'inscrire à une formation en intelligence artificielle afin de suivre un cursus structuré et de consolider mes compétences. Il faut savoir que j'ai étudié antérieurement dans plusieurs domaines de l'informatique et des mathématiques, et ce, dans diverses universités, à travers des formations en ligne. Pendant mes études en intelligence artificielle, j'ai constaté que c'est grâce à mes connaissances en mathématiques que j'ai réussi à compléter le programme, et ce malgré des compétences intermédiaires en Python et en Linux. Pour cette raison, je désire vous partager gratuitement ce que je considère comme étant les fondements mathématiques nécessaires à vous préparer à l'étude de l'intelligence artificielle à titre de technicien. J'attire votre attention sur cette dénomination. Il ne s'agit pas d'une introduction pour les chercheurs ou universitaires. Ce n'est pas mon public cible. Je crois sincèrement que l'apprentissage des mathématiques vous permettra d'éviter plusieurs pièges techniques et vous donnera une meilleure vue d'ensemble dans ce domaine en évolution extrêmement rapide. Il est facile de perdre de vue l'utilité des outils lorsque leurs fondements théoriques nous échappent. La base de ces vidéos est étroitement liée au livre de Ronald T. Knussel, Math for Deep Learning. Veuillez garder à l'esprit que j'ai des compétences limitées en mathématiques et que je ne suis pas un chercheur, disons plutôt un praticien. Bonne écoute. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux seulement spécifier certains éléments par rapport à ma formation que je suis en train de suivre en ce moment. Alors, la formation, elle se donne au Cégep Sainte-Foy, elle s'appelle Spécialisation technique en intelligence artificielle. Je vais vous laisser en lien, en commentaire en bas de la vidéo, le lien qui est ici. Et ici, on peut voir les différents cours qui sont à l'intérieur de la formation. Donc, vous verrez une concentration assez prononcée sur les notions d'algorithme, mais toutes les notions que je vais vous partager sont presque applicables dans l'ensemble des éléments qui sont là. Il y en a d'autres qui sont plus au niveau de la programmation, si je dirais la programmation plus au niveau des interfaces qui sont sur certains cours, mais la majorité des éléments, vous allez avoir au moins un élément que je vais discuter dans la présentation, même beaucoup plus, qui reviennent à l'intérieur de la formation en tant que telle. Il y a une autre formation que j'ai suivie. Ça, c'est peut-être un peu plus pour les gens qui vont être des collègues le CPA. J'ai suivi la formation, malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de liens avec la comptabilité en tant que telle. C'était intéressant pour une introduction à l'apprentissage machine, au machine learning, l'apprentissage automatique, mais dans les faits, ça l'était pas vraiment au point de vue d'un comptable qui cherchait les mises en application dans un contexte d'intelligence artificielle. Puis, en vrac, je vous donne un peu les différentes connaissances que j'avais en fait avant de rentrer dans le cours à proprement parler. Ici, je vous recommande aussi un autre élément. Coursera est probablement un des endroits où il y a le plus de ressources et en ce moment, je considère que c'est vraiment très intéressant pour les gens de se former à cet endroit-là. Il y a d'autres formations en ligne qui se donnent, mais pour l'introduction, je crois que c'est très utile de passer par Coursera en premier. Alors, prochaine partie du vidéo, on s'attaque maintenant un peu plus là au chapitre 1. On est maintenant dans un environnement complètement agnostique par rapport au système d'exploitation, donc que ce soit Windows, Linux, ce que vous voulez, ça dérange pas vraiment. Vous allez pouvoir, juste avec une connexion Internet, là, accéder aux mêmes interfaces que moi avec l'adresse là qui est juste ici en haut. Alors, NumPy. Alors, NumPy, c'est une librairie, une des librairies là, que j'ai nommées un peu plus tôt. Et NumPy, la conception, je pense que une des raisons principales qu'on l'utilise, c'est vraiment au niveau de ce qu'on appelle l'algèbre linéaire. Je vais vous montrer, en fait le chapitre, là, il passe très rapidement sur l'utilisation de NumPy, mais je vais montrer quelques exemples. Mais ce qui est très important, c'est de prendre vos connaissances en algèbre linéaire et de tenter de saisir c'est quoi les liens, surtout au niveau du calcul matriciel, comment les vecteurs sont construits, toute la question des déterminants. Alors, je présente pas c'est quoi l'algèbre linéaire ici, mais je vais juste montrer un peu ce qui sera nécessaire éventuellement. Donc, NumPy fait partie de ces éléments-là. Regardons maintenant le code. Alors, l'importation de NumPy se fait quand même relativement facilement dans ce contexte-là. Sur vos postes locaux, c'est différent. Mais je fais abstraction de ce point-là. J'essaie de garder ça le plus simple possible. Mais sachez que ça va être un peu plus compliqué si jamais vous l'installez localement. Alors, on regarde premièrement là, comme une matrice de
une dimension tout simplement. On pourrait appeler ça aussi un vecteur. Donc, comment est-ce qu'on crée ça avec l'appel de .array, numpy.array, mais np c'était transformé ici là, pour avoir une espèce d'alias. Donc, si on regarde le A qui est créé, on voit ici là qu'il y a comme une array qui est créé avec sa dimension puis une shape. Si on fait évoluer un peu plus, là on arrive avec 2 lignes. Et là, ça va devenir un peu plus intéressant, 2 lignes, 4 colonnes. Et on peut monter comme ça en dimension éventuellement, de passer à 3 lignes, 4 colonnes, etc. Donc c'est un peu infini à ce niveau-là. Quand on rentre dans des dimensions un peu plus élevées, c'est un peu plus difficile au niveau de l'abstraction si on parle de plus de 3 dimensions, mais si vous avez des compétences en algèbre linéaire, vous comprenez qu'on ne veut pas une représentation forcément visuelle, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on on va percevoir l'information au niveau là, de plus informatique ou plus au niveau du code. C'est vraiment une abstraction qui n'est pas nécessairement nécessaire au niveau visuel. Un outil intéressant, c'est le zero et ones. C'est un appel à cette fonction-là pour créer, dans le fond, une matrice avec seulement des zéros. Ici, j'ai fait un ajustement pour avoir 42 et 6. Pardon. Donc, on voit une petite erreur, je vais le mettre à jour. 66 apparaît. Et regardez ici comment c'est construit aussi. 0, 3. C'est-à-dire que c'est la ligne 0. On commence toujours à 0 en Python. Et c'est troisième colonne donne 0, 1, 2, 3. Donc ici, on retrouve le positionnement. Petit exercice 1, 1. Donc ça veut dire première ligne, première colonne, en partant toujours de 0. Donc 0, 1, 0, 1. Ici, on trouve 66. On a une fonctionnalité aussi un peu similaire pour créer des 1. Et on peut l'altérer pour avoir d'autres valeurs que 1. Ici, j'ai décidé de prendre 11, mais ça pourrait être autre chose complètement. Pour aller un peu plus en avant, il y a la notion de filtre qui est importante. Donc, c'est pas la construction en tant que telle de matrice. Et normalement, les données que vous allez avoir, c'est bien sûr, là, ici, c'était très synthétique ce que je vous présente, mais idéalement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez travailler dans les matrices et aller chercher de l'information. Donc, ces outils-là que moi j'ai appelé filtres, c'est pour être en mesure d'aller chercher une section de votre matrice. Ici, j'utilise un appel à fonction .arrange pour être en mesure d'avoir quelque chose sur quoi je peux travailler, mais dans un monde là, concret, là, vous n'avez pas ce genre d'outils-là nécessaire parce que les données existent déjà. Donc, je crée une séquence de 0 à 11, je refais une forme de 3 par 4, et par la suite, ce que je peux faire ici, c'est des appels avec le 2 points, filtre 2 points, qui va suivre la logique de ligne et colonne. Donc, les ouvrages de référence, ils vont donner souvent 2.2, ils vont pas donner une explication claire pourquoi est-ce que c'est présenté de cette manière-là, et qui donne le résultat après. En réalité, il y a des informations qui sont un peu, je dirais, cachées ou fantômes. Si on fait évoluer ce 2.2 en 0 à 2.2, on comprend qu'il y a comme une logique derrière de ligne-colonne qui est toujours respectée, mais qui est absente. Donc tout ça ici, 0.2, 0.4, on voit que c'est en fait la même représentation qu'on a ici. Ceci est équivalent à ceci. Gardez ça en mémoire parce que c'est très frustrant au début de juste voir cet élément-là qui est présenté. D'ailleurs, je pense... dans le livre, c'est de cette manière-là qu'on nous l'introduit. Faire très attention à cette manière-là d'écrire, ça suppose que vous avez déjà les connaissances que, en réalité, ces deux choses-là sont équivalentes. Par la suite, il y a des utilisations un peu plus spécifiques qu'on peut faire avec le 2 points. Ici, juste un rappel, qu'est-ce qu'on regarde là, c'est la matrice E, c'est ça ici. Donc, on peut utiliser le 2 fois 2 points pour avoir des sauts et des séquences. Donc, des sauts par 2, des sauts par 3, des sauts par 4. La matrice est beaucoup trop petite là, pour E, pour avoir le 3 et le 4 appliqués, mais on peut voir un saut par 2, ce que ça peut donner. Donc, on a 0, 1, 2, 3 et 8, 9, 11. Donc, une manière d'un peu de filtrer. Aussi, des petites particularités qu'on peut aller de manière là, à l'envers, si on veut, notre présentation de la matrice en partant là, de la dernière colonne. On pourrait aussi faire la même chose avec... en l'ordre inverse au niveau des lignes, mais on peut aussi faire la même chose au niveau de la colonne. Lorsqu'on travaille avec 3 dimensions et plus, donc j'utilise un peu le même outil, l'appel à fonction range avec un reshape, mais directement dans la même ligne, on a cette espèce là, de structure-là. C'est visuellement un peu difficile à voir, là, mais en réalité, il y a 4 matrices de 3 par 2, donc qui sont placées de cette manière-là. La lecture se fait surtout avec
c'est les espèces de parenthèses carrées. C'est ça qui nous permet de saisir la structure là, en réalité, mais vous pouvez vous imaginer un peu... bon, 3 dimensions, c'est possible. Par-delà, c'est pas vraiment, mais au moins assez d'imaginer ce espèce de blocs-là qui sont construits. Puis si jamais je vais en altérer un, donc par exemple, je vais en sélectionner un ici, qui serait la première, serait 0,1, puis après, ça serait de 0 jusqu'à la fin, 0 jusqu'à la fin, mais ici, c'est comme sous-entendu, donc je fais une utilisation un peu de variables, si on veut, fantômes. On retrouve ici l'altération au niveau de la première matrice par les valeurs que j'ai inscrites ici. Donc, NumPy, c'est c'est même pas une présentation, je dirais, suffisante pour comprendre c'est quoi, mais c'est juste ce qui est important quand vous allez commencer à faire de l'apprentissage machine, c'est d'avoir une idée un peu de la syntaxe que j'ai fait comme un peu en introduction, de vous permettre aussi de comprendre les liens qui existent entre l'algèbre linéaire, surtout au niveau des matrices et cette librairie-là de NumPy. Ça va être très important pour de bien pouvoir manipuler les outils mathématiques, d'avoir une capacité là, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Là. Plusieurs des opérations que vous devez faire vont reposer, dans le fond, sur cette librairie-là. Donc, commencez à explorer la syntaxe, qui est un peu particulière, mais qui est pas, je vous dirais pas, il est assez comme, disons, logique dans la manière là, de se présenter. Il y a des petites subtilités que j'espère que vous avez compris. Mais par la suite, c'est vraiment ça. Découvrez comment fonctionne NumPy, puis éventuellement, ça va vous être utile le plus loin dans les prochains chapitres. Prochain élément qu'on va regarder, ça va être la librairie suivante qui s'appelle SciPy. Regardons maintenant SciPy, un peu comme j'ai présenté un peu plus tôt. C'est une importation qui est très facile. C'est pas, ça sera évidemment différent dans vos systèmes d'exploitation, mais le but ici, c'est de présenter juste les outils mathématiques. SciPy, je pourrais le rapprocher de ce qu'on appelle la statistique inférentielle. Il y a aussi la probabilité, mais je pense que c'est la statistique inférentielle qui devrait prendre le plus usage de cette librairie-là. Donc la librairie, ce que je vous présente ici, très rapidement, et c'est provient directement là, du livre. Donc là, on a une distribution normale avec des paramètres qui sont rentrés en lien avec la valeur moyenne, l'écart type, le standard deviation, pardon, puis avec le nombre de données qui sont présentées ici. Donc ça va créer une matrice qui est le ABC en fonction des différents paramètres ici, et on va appliquer un test T. Alors ce test-là, on va voir un peu plus loin avec les évaluations de ce qu'on appelle le p-value. C'est dans des tests d'hypothèse en réalité qu'on utilise ça avec l'hypothèse nulle, les deux écarts, ben pas les deux écarts, mais les deux hypothèses qui doivent être validées. Et le p-value, dans le fond, c'est la validation là, je pense, l'hypothèse 0, ou la première hypothèse, je ne suis pas sûr exactement, ça dépend des volumes, comment on l'appelle. Puis le p-value, on le retrouve à l'intérieur de cette fonction-là qu'on appelle, et c'est à l'aide d'une fonction très simplement qu'on obtient le p-value puis une valeur statistique. Alors ça, c'est un exemple, par exemple, d'utilisation qui est fait d'une librairie dans le contexte dans lequel on a déjà de l'information qui est traitée. Donc, c'est très synthétique la manière comment j'ai créé cette information-là, parce que c'est une distribution normale, là, tout simplement. Puis l'information n'a pas de valeur en tant que telle vraiment utile en dehors du fait que c'est un jouet en quelque sorte là, pour permettre là, de saisir comment l'outil fonctionne. Mais ce qui devient intéressant, c'est qu'avec ces jouets-là, ben, vous pouvez explorer des fonctionnalités et mettre en application des connaissances que vous avez. Dans ce cas-là, c'est la statistique inférentielle. On va regarder aussi un chapitre là, sur la probabilité et les statistiques, mais gardez à l'esprit que c'est cette librairie-là que vous devez commencer à explorer, comprendre la syntaxe, faire un peu la même chose dans le fond qu'avec NumPy, vous familiariser, être en mesure là, de transférer vos connaissances, puis de regarder, dans ce cas-là, c'est plus une librairie avec des fonctions, et regardez c'est quoi les fonctions qui sont en lien. Donc c'est là que je présente la t-test. Ça serait un des éléments qui existerait à l'intérieur de cette librairie-là, mais il y en a plusieurs autres. Je fais un lien avec Matplotlib qu'on va voir dans un instant. Il faut que je fasse une petite remarque. Le Matplotlib, il y a des limites quand même. La visualisation a des limites, en fait. J'ai remarqué, et là c'est une aparté, je fais ça rapidement, il y a des limites au niveau de la visualisation des données. Donc c'est très utile, mais ça reste quand même que la force du travail
avec un outil informatique, un ordinateur, mais ça peut être un serveur ou autre, peu importe, c'est que le travail qui est fait dépasse largement les capacités d'un être humain. En ce sens que la visualisation nous permet de saisir une certaine forme d'abstraction. Mais comme on a vu dans NumPy, à partir du moment qu'on travaille dans des dimensions plus élevées que 3 dimensions, ou est-ce qu'on travaille avec des milliers d'informations, ben, plus que des milliers, mais des millions, ben, à quoi ça nous sert vraiment de voir, de comprendre visuellement quelque chose? Ça peut nous donner des indicateurs, mais il faut faire très attention avec les outils qui nous permettent de visualiser parce que ça peut fausser notre interprétation. Donc, il faut vraiment faire attention avec cette manière-là de travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller plus vers la visualisation pour leur permettre de saisir certains concepts, comme par exemple avec d'autres outils. Là, je pense que c'est Power BI, par exemple. Attention, faire vraiment attention, parce que c'est toujours, ce qui est important, c'est de voir le code, de comprendre les maths, de saisir comment ça a été construit, et après, peut-être, on regarde la visualisation qui permet de valider certains constats, mais c'est vraiment à la fin. Il faut faire attention avec cette manière-là de travailler. Alors, passons maintenant à Matplotlib. Alors, c'est le avant-dernier élément du chapitre. Matplotlib nous permet de visualiser l'information. C'est une librairie qui nous permet de voir d'une certaine manière, là, quand même relativement rapide et facile, tout ce qu'on peut imaginer en termes de données, là, on peut le faire en 2, 3 dimensions. C'est assez efficace pour travailler avec les données, disons qu'on a déjà construit un peu antérieurement dans les 2 autres librairies. Donc ces librairies-là peuvent ça se construit, ça se rajoute une par-dessus l'autre et nos outils mathématiques peuvent passer de un à l'autre. Donc par exemple, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai importé en premier la librairie avec une section de la librairie en plus particulièrement et j'ai décidé de faire un graphique des données qui étaient contenues à l'intérieur de la matrice que j'ai créée, la matrice C. Donc je pourrais changer, disons, pour une matrice, la matrice A qu'on peut voir. Et c'est relativement rapide à faire. Là, on voit la matrice A. En fait, j'ai appelé une matrice antérieurement, il faut que je fasse attention. C'est peut-être une particularité, donc je vais rappeler la matrice A, je vais revoir la matrice A. Et là, je devrais avoir l'information qui est correctement attribuée sur le graphique. Donc ici, on a la matrice A. Et ça, c'est un petit détail. Comment j'ai codé, c'est de façon très séquentielle. Donc pour les gens qui sont plus habitués à la programmation avec des outils là, un peu plus, je dirais, avancés que JupyterLab, faites attention avec Jupyter. C'est que il y a vraiment des séquences à suivre. Donc comme vous avez pu remarquer, là, comment les variables sont déclarées, ça peut être problématique. Donc c'est un environnement d'expérimentation. Mais il y a une logique qu'il faut quand même maintenir, qui est très séquentielle, si on veut. Donc, ceci dit, je vais changer l'information ici pour remontrer un peu là, un exemple. Là, j'ai réduit je passe de 1000 à 10. Je relance le travail. Puis là, ici, on a au fond, la représentation visuelle des valeurs. Est-ce que c'est utile ou non? Ça va vraiment dépendre du contexte dans lequel vous travaillez. Et là, vous remarquerez, il y en a certains qui vont l'avoir déjà vu, c'est que là, je travaille dans un environnement où est-ce que, par exemple, la première valeur jusqu'à la 10e valeur, il n'y a rien là qui est défini dans le graphique, là. Donc, c'est possible d'aller dans plus de détails avec d'autres librairies et d'avoir avec Jupyter Notebook, d'avoir un peu plus là, de façon de travailler sur le graphique en tant que tel. Parce que là, présentement, ce qu'on voit, c'est que c'est pas ça donne pas vraiment beaucoup d'informations autres que d'avoir une visualisation des données. Donc, vous allez trouver ça comme très, disons, très peu utile pour l'instant, mais éventuellement, quand on travaille sur des informations très denses ou qui a peut-être une possibilité de voir des formes se dessiner en 2 dimensions, par exemple dans des classements
données à cause de catégories, ou est-ce qu'ils vont pas nécessairement avoir des valeurs ça va être des valeurs discrètes plutôt que des valeurs continues. Là, ça peut jouer un peu, on pourrait comme utiliser l'être humain pour comprendre un peu plus de subtilité. Mais bref, ça reste quand même que attention avec ces outils-là de visualisation. Personnellement, je me méfie un peu toujours de voir des rapports avec une visualisation uniquement. Le code est toujours nécessaire pour citer Linus Torvalds. Show me the code, c'est vraiment l'élément le plus important, je pense, pour vous permettre de saisir ce qui se passe. Je dirais plus important, mais c'est faux. En réalité, faut que les données, faut les voir et les comprendre après le code, si on peut le voir ainsi, là, mais c'est tellement interrelié là, que c'est quand même important. Donc, ça finit le point de Matplotlib. Je passe par-dessus la librairie qu'on appelle Scikit-learn. Je passe par-dessus dans le contexte du livre parce que je considère que c'est des notions qui sont trop avancées pour quelqu'un qui a jamais travaillé, qui a fait de l'apprentissage machine. Le code, c'est pas très long, c'est une quinzaine de lignes de code, mais qui sont totalement abstraites à la notion de mathématiques. Donc, je passerai par-dessus. Alors, ben voilà, en espérant que vous avez apprécié ce premier vidéo-là. Merci là, de commenter, de partager. Puis je vais faire une petite séquence de fin là, pour revenir sur les points qu'on a vus. Bien, voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié encore une fois. On va revoir rapidement là, les points qui ont été mentionnés. Pour faire peut-être le lien avec le prochain cours. Donc, si jamais vous trouvez ça trop facile, vous pouvez peut-être juste voir cette partie-là, puis aller directement dans le chapitre suivant. Donc, je réitère, ça c'est le livre qu'on va suivre. On a à l'intérieur de ça le premier chapitre, on a exploré avec Jupyter Notebook différents outils et librairies, notamment NumPy, SciPy, Matplotlib. Comme j'ai mentionné, Scikit-learn, c'est quelque chose qui était trop avancé pour l'instant. Dans les notions mathématiques, ce qu'on a vu concrètement, c'est plus l'algèbre linéaire. On va commencer à avoir un peu de statistiques inférentielles. On n'a pas encore vu les autres éléments, mais vous pouvez comprendre qu'on peut faire des liens avec d'autres choses, notamment avec la géométrie et l'algèbre linéaire. Il y a des points là, de rencontre. Il y a aussi enfin, pour l'instant, je pense que ça va être plus ces éléments-là dans ce chapitre-là, mais je pense que le chapitre est beaucoup plus dédié à la présentation des outils, qui étaient ces éléments-là ici mentionnés. Donc, si jamais vous passez au prochain cours et vous regardez juste cette fin-là, bon, sachez, on a regardé, dans le fond, rapidement, c'est quoi ces librairies-là, une petite mise en application de chacun des éléments, les trois premiers, mais très rapide. Donc, c'est préférable là, j'ai surtout fait le lien avec des connaissances mathématiques et avec ces librairies-là. C'est quoi le lien à faire en réalité? Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Merci de partager, encore une fois, commenter. Puis, je vais essayer de garder un rythme relativement constant pour mettre des vidéos en fait de l'entièreté du livre, c'est 11 chapitres. Je vais garder le même format avec un chapitre par vidéo. Donc les vidéos vont être des fois beaucoup plus longs, vu que ce vidéo-là, il quand même couvre un élément extrêmement simple. Je vais peut-être segmenter à voir. Donc le prochain chapitre, c'est celui sur les probabilités. Et aussi, en fait, les deux prochains chapitres, on va aller voir les probabilités. Encore là, on va utiliser l'outil en ligne Jupyter. Donc, je vous remercie en espérant que ce fut intéressant. Puis, on se revoit au prochain cours.